effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, ce séminaire intervient dans le cadre d'un report que nous avions initialement prévu cette journée en mars 2023. À la suite de ce report et des nombreuses déceptions qu'on avait pu entraîner, nous vous avions publié des actes préambules à ce séminaire qui reprenaient un certain nombre de repères en termes de sémantique, en termes d'outillage, en termes de recommandations autour des 3 sujets majeurs que sont la promotion de la bientraitance, les luttes contre les maltraitances et la réflexion éthique. Alors en propos introductif, je vous propose de reprendre quelques éléments clés, quelques messages clés de ces actes préambules pour qu'on puisse quelque part dessiner le périmètre de cette journée et savoir chacun de quoi on parle et mettre des mots sur des mots, les bons mots sur ces thématiques. Alors c'est vrai que le poids des mots, comme je vous le disais, est important. Et quand on parle de bientraitance, de maltraitance et d'éthique, ça peut être un peu nébuleux du point de vue des professionnels, parce que dans la pratique quotidienne des professionnels, dans la pratique quotidienne en établissement de santé ou en structure médico-sociale, bien entendu que la finalité première, c'est de prendre soin des personnes qu'on accueille de manière qualitative et en toute sécurité. Sauf qu'on le sait bien, hein, notre quotidien, même en dehors des établissements de santé, fait que notre cadre de fonctionnement, nos règles, nos normes de pratique ne peuvent pas toujours être respectées et on peut avoir des pratiques qui sont déviantes, souvent la grande majorité du temps involontaires, et puis quelquefois qui posent question et qui posent question à l'échelle individuelle, collective, mais aussi institutionnelle et qui re-questionnent ce qu'on s'était défini comme cadre et si le cadre est toujours adapté et s'il n'est pas nécessaire de pouvoir le re-questionner à la fois pour la singularité d'un accompagnement, d'une prise en charge ou plus globalement de façon collective pour accompagner les personnes dans nos structures. Et en fait, promotion de la bientraitance, maltraitance et démarche éthique, eh bien, ça va recouper. Ces 3 démarches vont recouper ce besoin de réflexion autour du prendre soin. Avec, j'ai mis en gras des mots-clés qui me semblaient importants, parce que le poids des mots est important. Quand on parle de bientraitance, on parle de culture. Alors une culture, on le sait bien, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de promotion de la bientraitance et qu'on va entretenir cette culture en s'interrogeant, en se donnant des valeurs, en partageant des valeurs autour de ce qu'on souhaite promouvoir, ce qu'on souhaite délivrer en termes de qualité des soins et des accompagnements. Et c'est cette culture, ces valeurs qui sont portées au niveau institutionnel, qui vont inspirer les actions à la fois individuelles de chacune des personnes, les relations collectives, la question du travail en équipe et de comment on partage ces valeurs et comment on les met en œuvre au quotidien, que ce soit au sein d'un établissement ou d'un service. Donc cette culture, elle peut être portée au niveau institutionnel, mais elle doit être réfléchie au niveau collectif, à l'échelle de l'équipe et à l'échelle de l'individu. Et la bientraitance ou la promotion de la bientraitance, elle vise simplement à être dans cette démarche vertueuse de s'interroger, de promouvoir le bien-être de l'usager. Mais bien entendu, quand on parle de promotion de la bientraitance, on a une empreinte autour de la maltraitance. Et on entend souvent les professionnels nous dire, mais la bientraitance, oui, mais on ne peut être bientraitant que si nous-mêmes nous sommes bien traités. Et bientraitance, c'est pour ne pas parler des situations de maltraitance. Quand on parle de maltraitance, on est sur une action réelle, hein, c'est-à-dire qu'on va objectiver, on va pouvoir décrire une situation qui, à un moment donné, a porté atteinte auprès de la personne accompagnée. Donc là, j'ai surligné la question du geste, de la parole, de l'action ou le défaut d'action. Alors, ce qui est intéressant de voir, là, je vous ai mis que c'était la loi du 7 février 2022 qui introduisait cette définition dans le code de l'action sociale et des familles et qui modifie aussi le code de santé publique. Alors quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette définition, elle devient universelle pour l'ensemble des secteurs, que ce soit en établissement de santé, en structure médico-sociale ou même dans les soins délivrés en ville. Et quand on regarde plus précisément cette définition, elle nous questionne parce que c'est vrai que derrière maltraitance, on y voit une certaine graduation de gravité. Maltraitance, ce sont des faits graves. Et quand on décrypte cette définition, on se rend compte qu'il y a maltraitance d'une personne en situation de vulnérabilité.
Et là, on se dit que n'importe qui commence à mettre un pied, à franchir les portes d'un hôpital, d'une structure médico-sociale ou qui rentre dans le système de soins, est en position de vulnérabilité, de fait. Ne serait-ce que par l'inquiétude que cela opère, ne serait-ce que par le besoin d'avoir recours à des soins, il est en situation de vulnérabilité. Et puis on regarde que c'est le geste, la parole, l'action ou le défaut d'action. Donc on voit que la maltraitance, ce n'est pas uniquement porter atteinte de façon directe. C'est beaucoup plus subtil que ça. Donc ça va effectivement compromet ou porte atteinte au développement. Donc on est sur la promotion de l'autonomie, l'autodétermination, l'engagement des personnes, ses droits, les besoins fondamentaux et ou à sa santé. Et que cette atteinte, elle intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins, excusez-moi, il y a une petite coquille, ou d'accompagnement. Ça veut dire que ces situations de maltraitance, elles vont intervenir à n'importe quel moment dans le parcours de la personne, dans nos structures, dans les structures hospitalières ou dans les établissements de santé. Et cette définition, quand je dis qu'elle est universelle, c'est qu'elle s'adresse aussi aux citoyens, on va dire de façon élargie, et on va aussi pouvoir la retrouver dans le cadre de l'accompagnement social des personnes en dehors de l'hôpital. Mais on y reviendra, j'y reviendrai juste après sur cette définition, ce qu'elle implique en termes de qualification des situations de maltraitance. La troisième brique, et Aurélien l'abordera de façon beaucoup plus détaillée juste après moi, c'est l'éthique. Alors là, on a une définition de la Haute Autorité de Santé et qui aborde un mot important, le questionnement. L'éthique, ça va permettre d'être dans cette réflexion qui va déterminer, sans pour autant donner de réponse toute faite, le bien agir en prenant en compte les contraintes relatives à des situations déterminées. Donc ça va permettre de questionner les professionnels, de se questionner autour de l'angle des valeurs, et ça va dépasser la simple logique d'action purement technique. Donc on voit bien qu'entre promotion de la bientraitance, maltraitance et éthique, on a un fil conducteur commun qui est de questionner ces pratiques, les organisations, autour de valeurs partagées à l'échelle individuelle, collective et institutionnelle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on questionne à l'échelle individuelle, enfin, au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau managérial et au niveau institutionnel, ça veut dire que ça concerne tout le monde. Et ce n'est pas simplement l'affaire de la personne qui accompagne ou qui donne des soins au sein des structures, mais ça concerne tous les niveaux au niveau de l'établissement. Ça veut dire qu'il y a une stratégie, on va dire des valeurs qui sont définies, qui sont portées au niveau institutionnel et qui vont permettre d'accompagner les postures managériales, l'accompagnement des professionnels, l'accompagnement des équipes au quotidien. Ça nécessite aussi que l'équipe en elle-même puisse questionner ses valeurs, questionner ses pratiques régulièrement. Et on ne va pas se mentir, on ne peut pas être dans une démarche de réflexion autour de ces éléments-là si le temps, les espaces dédiés à l'analyse des pratiques et des organisations ne sont pas préservés. Puisque c'est cette démarche collective qui va agir sur les comportements individuels. On le sait bien, et les travaux qui ont été mentionnés par Florent Pouget sur la Commission nationale des luttes contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance nous le rappellent, l'acte volontaire est rarissime. C'est souvent multifactoriel et c'est l'acte quand il survient, l'acte de maltraitance quand il survient, c'est qu'à la fois à l'échelle institutionnelle, à l'échelle managériale et à l'échelle collective, on n'a pas été en capacité de repérer, de mettre en place des barrières sécurisantes et puis d'accompagner le professionnel dans des pratiques qu'on pourrait considérer déviantes. Donc ces éléments-là de différents niveaux et d'implication des différents niveaux, elle est vraiment essentielle quand on parle des sujets de promotion de la bientraitance, de lutte contre les maltraitances et des démarches éthiques. Et nous, à Calirel Santé, et depuis longtemps avec l'espace de réflexion éthique, on ne peut pas dissocier ces trois démarches. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans une démarche uniquement de promotion de la bientraitance sans aborder la question des situations de maltraitance et puis du questionnement éthique qui tourne autour de ça. Alors c'est vrai qu'à Calirel Santé, on prône les démarches de management par la qualité et la gestion des risques qui ont une approche quelquefois normative.
Mais quand on parle des sujets autour des thématiques de bientraitance, maltraitance et éthique, on parle ni plus ni moins que de la qualité des soins du point de vue des professionnels. Alors, un des leviers communs, comme je vous le disais, c'est les espaces d'échange et de partage qui soient intégrés dans les organisations, voire ritualisés. C'est vrai que ce n'est pas one shot, une formation ou un temps d'analyse de cause d'une situation à risque qui fera que la démarche, elle sera complètement intégrée. C'est pouvoir ritualiser des espaces qui soient intégrés dans les pratiques et dans les organisations qui permettent de maintenir ça. Alors, quand je dis ça, je suis bien consciente de la réalité des établissements, qu'il est compliqué au jour d'aujourd'hui d'avoir ces temps-là. Et pour autant, sacrifier ces temps-là, c'est s'exposer davantage à des situations qui vont, de fait, entraîner des dysfonctionnements, du retard et probablement aussi de l'inconfort, de la perte de sens pour les professionnels. On parlait tout à l'heure d'attractivité, c'est aussi des espaces où on peut parler du travail, parce que quand on parle de ces sujets-là, on parle ni plus ni moins que du travail. C'est des espaces qui sont extrêmement importants à privilégier. Dans tous les cas, il convient de dire que de sacrifier du temps sur ces sujets-là, ce n'est probablement pas la bonne stratégie. Dans tous les cas, la définition qui est portée au niveau institutionnel, elle va être essentielle. La stratégie, les objectifs qui en découlent, et puis une structuration qui permette que ça puisse exister. Et le panorama des ressources et outils que vous présentera Marion en fin de matinée en sera aussi une illustration, de même que les 2 retours d'expérience qui nous montreront que c'est possible de maintenir une dynamique. Il faut avoir justement ce fil conducteur et ces stratégies. Alors, c'est étroitement lié au management, bien entendu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un certain nombre de socles de recommandations qui ne datent pas d'hier. Bien entendu, le sujet de la bientraitance, même si les publications des recommandations de bonnes pratiques de l'ANESM et de la Haute Autorité de Santé datent de 2008, le sujet de la bientraitance et de la promotion de la bientraitance dans les pratiques des soignants et des professionnels qui accompagnent, elle est présente depuis, je dirais, la nuit des temps, bien évidemment. Sur la maltraitance, bien entendu que de la même façon, la thématique de la maltraitance, on la connaissait, on la touchait du doigt, mais probablement qu'il manquait des repères opérationnels pour pouvoir qualifier, identifier et puis surtout travailler avec les équipes pour ne pas avoir peur de pouvoir parler de ces sujets-là. Donc c'est des travaux qui sont en cours, pour lesquels il y a un certain nombre de productions qui vont venir d'ailleurs dans les prochains mois par la Haute Autorité de Santé et qui permettent déjà d'avoir un cadre de réflexion autour de ça. Le retour d'expérience de l'ADAPI 44 sera assez intéressant aussi pour voir comment on peut s'en saisir de façon très concrète. Et puis de la même façon, alors je ne vais pas spolier, enfin je vais pas commencer à parler de l'éthique alors que je ne suis pas experte de l'éthique, mais il y a aussi un certain nombre de choses qui sont publiées sur le sujet de l'éthique, à la fois dans le champ du secteur médico-social et des établissements de santé. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que on dit que ça doit faire appel à une stratégie d'établissement, et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles ces thématiques-là ont été renforcées à la fois dans la publication du référentiel pour la qualité pour les structures médico-sociales, où le fil conducteur de ce référentiel est la promotion de la bientraitance, avec des attentes explicites autour des démarches de réflexion éthique, et que la démarche de réflexion éthique a vu son apparition dans le nouveau manuel de certification des établissements de santé dans sa version 2023. Il faut savoir que la thématique de la bientraitance n'est apparue dans le référentiel des établissements de santé qu'en 2010. Donc la question de l'exigence ou des attendus au niveau de la Haute Autorité de Santé. Alors 2010, vous allez me dire, ça fait 13 ans. 13 ans dans la vie d'une structure, c'est pas si long que ça. Et dans la culture des professionnels, encore moins. En tout cas, on voit que de plus en plus, cette question-là, des valeurs, des objectifs partagés, c'est un élément attendu dans la stratégie des établissements pour ne pas faire reposer la responsabilité du sujet qu'aux professionnels, mais bien qu'elle soit posée à tous les niveaux et qu'elle nécessite de la communication, de la coopération et de la compréhension auprès de l'ensemble des parties prenantes, qu'on soit directeur,
agents d'accueil, agents d'entretien, infirmiers, médecins ou techniciens, électriciens. En fait, à partir du moment où on exerce dans une structure qui accompagne des personnes ou qui prennent en charge des personnes, ce qui est important, c'est de partager le même objectif du prendre soin. Alors tout ça, c'est quand même assez conceptuel, hein, vous en conviendrez. Donc à Calirel Santé, on a essayé de pouvoir repositionner tout ça dans une graduation. Alors même si on sait bien que quand on parle de maltraitance, la graduation, elle n'a pas de sens, parce que de fait, un acte de maltraitance est grave. Donc on ne peut pas le positionner dans une pyramide de gravité. Ceci étant dit, quand on réfléchit aux 3 thématiques, on peut se dire que quand même elles n'interviennent pas à un même moment, ces thématiques, et que le socle de base reste quand même la mobilisation des savoir-faire et du savoir-être des professionnels. Et c'est ce qui va être mobilisé autour de la promotion de la bientraitance, d'un cadre de fonctionnement, parce que les professionnels évoluent dans un cadre de fonctionnement, une bonne répartition des rôles et des missions, donc la dimension autour du travail en équipe, et puis ces temps d'analyse de pratique dans une démarche vertueuse d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité. Et ça, c'est le socle fondamental. Si ça n'existe pas, on s'expose davantage à ce qu'on appelle des situations latentes et des pratiques à risque. Si on s'interroge, si on n'a pas de cadre de fonctionnement, si on ne sait pas quel rôle on a et quelle mission on a, et si on ne peut pas parler du travail, de fait, on s'expose à des situations à risque de maltraitance ou de dommages auprès des personnes accompagnées et des patients. Et là, ces situations latentes et ces pratiques à risque, elles vont nécessiter un accompagnement individuel, le cas échéant, rappel de bonnes pratiques, proposition de formation individuelle, etc. Et puis des analyses de situations en équipe et de réflexion éthique quand les situations, en particulier, posent problème dans les pratiques professionnelles et que les professionnels sont dans une espèce de dilemme entre la pratique idéale et ce qu'ils peuvent réellement réaliser. Ça, c'est le cœur, c'est le moteur de la réflexion et de la démarche de gestion des risques pour éviter qu'à un moment donné, on atteigne la personne accompagnée ou le patient et survienne un événement indésirable associé aux soins, à l'accompagnement, qui, quand on regarde la définition, la nouvelle définition des maltraitances, un événement indésirable associé aux soins et aux actes d'accompagnement est un acte de maltraitance. Quand on lit la définition, on comprend que dès ce niveau-là, on touche déjà du doigt la question de la maltraitance. Donc là, bien entendu, comme vous le faites, c'est la sécurité des personnes, hein, de pouvoir être dans une démarche de déclaration interne, et c'est là où on fait appel à la gestion des événements indésirables associés aux soins, à l'analyse collective et au retour d'expérience, pour permettre de partager les nouvelles pratiques, les nouvelles organisations, et questionner tous les niveaux, le niveau individuel, le niveau collectif et le niveau institutionnel. Et puis, quelquefois, on a des faits graves, des faits qui remettent en jeu la sécurité des personnes de façon extrêmement grave et qui nécessitent un signalement aux autorités compétentes et parfois, mais c'est le haut de la pyramide, donc ça arrive très rarement, des réponses disciplinaires. Mais on voit bien qu'on ne peut pas regarder ces sujets que d'un seul angle de vue. Ça nécessite de poser des bases fondamentales qu'on va retrouver autour des démarches de promotion de la bientraitance. Ça nécessite une approche de réflexion individuelle, de situations singulières qu'on va retrouver autour des analyses de pratique et de la réflexion éthique. Et puis une démarche, parce qu'on sait bien que les situations, les erreurs et les événements indésirables surviennent au sein des structures, aussi une démarche de capitalisation et de questionnement collectif. Et c'est seulement si on a investi l'ensemble de ces sujets qu'on va limiter la probabilité qu'un fait grave survienne. Alors ça me permet de reboucler avec cette définition que j'ai abordée tout à l'heure autour de la maltraitance. On le verra sur un des ateliers cet après-midi où on va réfléchir ensemble comment on peut travailler avec les équipes pour repérer ces situations de maltraitance. Mais la définition qui est maintenant inscrite dans la loi qualifie 7 types de maltraitance. Alors quand je dis qualifie, ça veut dire que maintenant dans la loi,
on est en capacité, en tout cas il y a un cadre qui existe pour pouvoir nommer ces types de maltraitance et du coup proposer des actions et des programmes d'action qui en découlent. Et c'est tout le travail qui est opéré actuellement par le ministère de l'Autonomie et la Haute Autorité de Santé, où on va avoir des productions qui vont venir dans les prochains mois. Donc on parle de ce sujet-là aujourd'hui à un instant T, mais si on reproduit, Marion, ce séminaire, on aura probablement encore d'autres ressources à vous apporter. En tout cas, quand on parle de maltraitance, elles sont qualifiées de plusieurs sortes. La maltraitance physique, qu'on connaît bien, qui est assez facilement qualifiable. La maltraitance sexuelle, et là on est de l'atteinte à la dignité, l'intimité, jusqu'à l'agression sexuelle en tant que telle. Les maltraitances psychologiques, qui sont plus complexes à identifier. Les maltraitances autour du matériel et financière. La maltraitance lorsque la personne est exposée à un environnement violent. Et c'est là pour faire le lien avec les nouveaux attendus de la Haute Autorité de Santé pour les établissements de santé, les demander maintenant aux établissements de santé qu'il y ait des moyens de mise en œuvre pour le repérage des patients qui sont exposés à un environnement violent en dehors de l'établissement. La question des discriminations et les négligences, abandon, privation. Donc on a tout un domaine des maltraitances qu'on peut au jour d'aujourd'hui qualifier. Donc ça veut dire quoi ces éléments-là? Ça veut dire qu'à partir de cette nomenclature, on va pouvoir aussi réfléchir si dans nos pratiques et dans nos organisations, on est exposé à ce type de risque et le cas échéant, ce qu'on a mis en place pour éviter que ce risque ne survienne. À la fois à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle du collectif et des organisations. Et comment ça se traduit en un plan de prévention des risques de maltraitance au sein de la structure. Et on ne parle ni plus ni moins que de la démarche d'amélioration continue de la qualité de la sécurité des personnes et des patients au sein de vos établissements. Et rentrer par cette voie-là pour parler de la qualité auprès des professionnels, c'est parler du travail. Et du coup, c'est vraiment réfléchir aux pratiques et aux organisations. Alors pour finir, un petit schéma qui aide à mieux comprendre la complexité du sujet et comment le professionnel avance dans tout ça. Le professionnel, il intervient dans un cadre de fonctionnement qui est schématisé par les deux barrières. Il suit un cadre de fonctionnement, mais vous voyez qu'il y a des petits pointillés sur ces barrières, parce que c'est assez poreux. Dévier du cadre, c'est assez facile, notamment à l'heure actuelle. Mais en tout cas, il va intervenir dans un cadre de fonctionnement qui donne un certain nombre de pratiques et d'organisations. Et lui, il va avancer dans sa démarche d'accompagnement et de promotion de la bientraitance dans ce cadre de fonctionnement. Toutefois, de passer de l'autre côté du cadre et être exposé à des situations latentes de survenue de situations de maltraitance et de risques de maltraitance, il est réel, il ne faut pas l'occulter. Et on peut facilement passer de l'autre côté. Donc la démarche de lutte contre les maltraitances était essentielle pour la sécurité du professionnel et des patients et des personnes accompagnées. Et puis dans cette démarche de promotion de la bientraitance, autour des pratiques et des organisations, eh bien à un moment donné, pour des situations singulières, pour des démarches, il va être nécessaire de pouvoir se laisser la possibilité d'être dans des temps d'analyse de pratiques et de démarches de réflexion éthique. Ce qui me permet sans transition de laisser la parole à Aurélien pour aborder le sujet de la démarche de réflexion éthique. Je vous remercie.